Il y a un papier récent sur le continuum là, qui vient de sortir entre asthme et BPCO. Faut-il, dépister la BPCO chez le jeune de manière à être plus proactif par la suite dans les interventions? Voilà. Faut-il promouvoir la mesure de la fonction respiratoire chez les jeunes, indépendamment des symptômes? Tu demandes ça à un pneumologue. Mais j'aurais tendance à dire oui. Ceci étant, aux États-Unis, il n'est pas recommandé de faire un dépistage de BPCO chez les non-symptomatiques. Donc, pour l'instant, on n'a pas de bénéfice démontré à ce type de démarche. Et donc là, ce qui est prévu avec la CNAM, c'est qu'on a l'interrogatoire du GOLD qu'on retrouvait sur Amélie, c'est sur savoir si les gens tous crachent, sont essoufflés. Et à partir de là, donc des gens symptomatiques, leur proposer une mesure du souffle. Ceci étant, comme je l'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas de taux d'expectoration, mais qui sont essoufflés parce qu'ils ont une BPCO. Et s'ils sont essoufflés, ça justifie qu'on fasse une mesure du souffle. Dans ta question, il y avait l'histoire de l'asthme dans l'enfance. Donc si on a une notion d'asthme dans l'enfance, ça peut éventuellement justifier de vérifier la fonction respiratoire. Oui, mais en termes de prévalence, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe de cible, parce que ces maladies qui sont à la limite, là, les overlaps entre asthme, BPC et autres, c'est des histoires qui t'intéressent, toi, pneumologue, mais nous, en médecine générale, je pense que déjà, si on va repérer les patients BPCO chez nos comorbides, nos multimorbides, liés à... C'est vraiment l'enjeu essentiel. Après, quand on aura fait ça déjà, après, on pourra s'occuper des histoires qui intéressent nos collègues pneumologues. Non, moi, je ne suis pas sûr que ça m'intéresse vraiment, mais effectivement, l'overlap syndrome est quelque chose de très à la mode actuellement. Et c'est un élément, en fait, le seul point, c'est de savoir est-ce qu'il faut donner une corticothérapie inhalée ou pas. Et ça, c'est un truc pratique pour le médecin généraliste. Et donc ça, il faut poser la question de savoir s'il y a des antécédents d'asthme. Ça peut être un argument pour dire oui, il y a un intérêt à donner une corticothérapie inhalée. Sinon, actuellement, leur corticothérapie inhalée est battue en brèche, hein, avec des effets secondaires, etc. Donc on préfère s'abstenir. Mais s'il y a une notion d'asthme associée, à ce moment-là, c'est une justification à la corticothérapie inhalée. Je suis d'accord que c'est la seule chose sur laquelle, vraiment, en pratique, ça peut avoir un intérêt. Merci, je suis le docteur Perret, je suis installé à côté d'ici, à le mur, en 30 km. Je voulais une question pour Mme Boutrig. Elle a parlé de valve pulmonaire. Elle pourrait nous expliquer ce que c'est, parce que je pense qu'on est nombreux à ne pas savoir ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle stent, je pense, endobronchique. C'est un peu différent de la stent, parce que la stent, c'est juste pour maintenir le diamètre, comme pour la coronaire. Quand on met une stent dans le coronaire, ça maintient ouvert le calibre. Là, en fait, la valve, si je peux expliquer... Allez-y, c'est très bien. La valve, c'est qu'en fait, ça va laisser sortir l'air, mais pas rentrer l'air. Voilà. Et donc, ça va provoquer une atélectasie, et donc c'est une façon indirecte de provoquer une réduction de volume pulmonaire. Donc, plutôt que de proposer une chirurgie thoracique, qui est avec un certain nombre de comorbidités associées, de morbidité, de mortalité associée à cet acte, on propose une réduction de volume pulmonaire par ces valves. L'intérêt des valves, c'est qu'on peut éventuellement les enlever. Oui. Si vraiment il y avait un problème, une complication possible, c'est une infection. Et donc, on peut les enlever. D'autres techniques proposées actuellement, c'est de mettre en place des ressorts, des coils, où en fait, c'est une espèce de fil de fer qui est introduit par un fibroscope dans le poumon et qui reprend une forme. Et donc, il va rembobiner et qui va rembobiner le poumon autour du ressort. Et par ce biais, ça va aussi provoquer une réduction de volume pulmonaire. En faisant une réduction de volume pulmonaire, on redonne de la courbure au diaphragme et par ce biais, on améliore le VMS. Et c'est pour ça qu'on se retrouve normalement mieux. Ouais. Probablement, ça vous a soulagé. Très bon. Ouais. Bonjour, Vanessa Palma, CCU à La Réunion. J'ai vu passer sur une diapo tout à l'heure le bupropion. Il me semblait que ces médicaments n'étaient plus d'actualité, donc j'étais un peu étonnée de les voir. Oui, c'est vrai. Dans la balance bénéfice-risque, je pense qu'il vaut mieux ne pas utiliser le bupropion, en tout cas ni en première ni en deuxième intention, mais dans la revue de la littérature que j'ai prise, dans la revue de maladies respiratoires, c'est toujours cité. Bon, mais je pense qu'en pratique, il vaut mieux pas utiliser ce produit. J'ai arrêté avec ça, moi. Tu arrêtes ? J'ai arrêté de fumer avec le bupropion. Ah. Je croyais que tu avais arrêté. Toujours survivant. Et ça coupe vraiment l'envie de fumer, hein, c'est impressionnant. Vous savez que ça a été découvert chez des dépressifs, effectivement. Hein, c'était utilisé comme antidépressif. Et tout d'un coup, ils arrêtaient de fumer. Vous avez parlé d'âge pulmonaire. C'est un concept que je ne connaissais pas vraiment. Et comment on l'utilise et comment vous calculez l'âge pulmonaire ? L'âge pulmonaire, en fait, la valeur du VEMS, elle est dépendante de l'âge
de la taille et du sexe. D'accord? Et donc, si j'ai le VEMS, je vous fais souffler. Je connais votre VEMS, je connais votre sexe, je connais votre taille. Et donc, si je prends l'équation en inversant, ben, je vais connaître votre âge théorique. D'accord? Et ça, c'est l'âge pulmonaire. Alors, il faut se méfier parce que ça peut être complètement automatisé. Et donc, vous avez des calculettes qui peuvent vous donner ça. Et si vous dites à un patient, vous avez 150 ans d'âge pulmonaire, il va se marrer. D'accord? Donc, il vaut mieux faire attention. Mais c'est une motivation extrêmement forte. Moi, je fais souffler mes étudiants et je lui dis, tu as 40 ans d'âge pulmonaire. Ça veut dire qu'il est fou furieux. Il va souffler jusqu'à ce qu'il retrouve son âge réel. Donc c'est ça, cette notion d'âge pulmonaire. Donc il y a eu une étude qui a été citée qui permet de doubler, qui permet de doubler en fait, le taux d'abstinence à 1 an. Étude qui a été critiquée parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans la population étudiée. Et donc il y avait un groupe dans lequel on vous disait vous avez un VEMS à 70%, et puis dans l'autre on vous disait vous avez 50 ans d'âge pulmonaire. C'est une façon de communiquer le risque, peut-être, le risque respiratoire, qui est plus intéressante que de donner un chiffre de VMS. En pratique, si tu fais des spirométries, cet âge s'affiche sur ton écran. Et par contre, si tu ne pratiques pas, si tu as une copie d'écran du compte-rendu du pneumologue, la donnée peut apparaître et ça peut être un élément de dialogue avec le patient lorsque tu reçois le courrier de ton correspondant. Ça peut être motivant quand même. Oui, bonjour, Jean-Laurent Thébault de Paris. Moi, j'ai une question très pratique et que je ne m'étais jamais posée en fait jusqu'à présent. C'est un patient qui est en ALD et pour une BPCO et qui fume. Est-ce que tous les outils du sevrage tabagique et notamment les substituts peuvent rentrer dans l'ALD? Parce que ça peut être, on a vu que ça a quand même un certain prix et ça peut du coup aider et ça correspondrait très bien à des traitements de la BPCO. Au-delà du forfait. Je crois que ça ne s'est pas pris en charge au-delà du forfait, qui est 150 € maintenant, pas plus. Pas spécifiquement, même non. Pour un patient en ALD. Mais peut-être qu'on pourrait intervenir à la CPAM pour... J'aimerais avoir votre avis sur la rééducation à l'effort, la réhabilitation respiratoire, on n'en a pas parlé, sur l'apport nutritionnel chez les BPCO. Voilà. C'est un sujet important à Grenoble, parce que Christophe Pizon, que vous avez cité tout à l'heure, a beaucoup travaillé sur les aspects nutritionnels. Est-ce qu'on peut redonner une masse maigre plus importante? Pour l'instant, c'est relativement décevant. Il faut bien sûr proposer un équilibre nutritionnel. Mais vous savez qu'on oppose des phénotypes de BPCO, le blue bloater, là, le gros bleu, et puis le pink puffer, le maigre rose. Et ces deux profils différents, mais qui, manifestement d'un point de vue nutritionnel, sont différents. Il faut essayer de leur redonner une nutrition équilibrée. Quant à la réhabilitation, c'est tout un programme de la réhabilitation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments dans la réhabilitation. Un élément nutritionnel, que vous avez évoqué, mais aussi le sevrage tabagique, la connaissance de la maladie, et le réentraînement musculaire à l'exercice, le soutien psychologique. La dépression est extrêmement fréquente au cours de la BPCO, et donc ça, il faut la prendre en charge. Donc la réhabilitation comporte le réentraînement musculaire à l'exercice. C'est un élément qui va redonner l'autonomie aux patients. Et malheureusement, je me suis battu pendant maintenant 10 ans pour essayer de faire rembourser ce traitement par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en libéral. Quand les gens sont hospitalisés, c'est autre chose. Quand on va dans les congrès de pneumologie, Bruno, tu ne contrediras pas, la réhabilitation respiratoire est toujours très mise en exergue. Et quand on regarde toute la littérature, et quels que soient les pays et quel que soit le système de soins, il y a à peine 15% des patients qui devraient bénéficier de la réhabilitation qui en bénéficient. Donc il faut se poser des questions. Quoi. Moins de 10%. Moins de 10%, pour différentes raisons, mais aussi parce qu'on ne la prescrit pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça existe et il faut le conseiller aux patients. Bonjour, Florence Hilberman de Lille. Que pensez-vous de l'index de BOD comme argument pour l'arrêt du tabac chez le patient BPCO? Est-ce que c'est un index qui est trop anxieux ou pas? C'est un bon index pronostic, mais de là à l'expliquer aux patients, c'est un index qui est composite, hein, et donc je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup à un patient. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Je pense qu'en pratique, c'est plus important de leur parler du fait qu'ils vont arrêter de tousser, de cracher, d'être dépendants. Les odeurs, c'est ce que je disais tout à l'heure à ma voisine, les odeurs et le goût qui reviennent quand on arrête de fumer, c'est un plus majeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui... Les gens qui sont intéressés par la bonne cuisine peuvent être intéressés par cet aspect des choses. Ça peut être motivant. Ça
permet d'en prendre la masse musculaire. Par exemple. C'est plus facile à comprendre que le BOD. Bon, pas d'autres questions. On va peut-être demander à nos participants de dire un petit mot. Juste dire que j'ai évoqué tout à l'heure l'expérimentation de la CNAM. Donc vous risquez d'être sollicité. Donc avec le Collège de médecine générale et puis la Fédération française d'ophtalmologie, la Société d'ophtalmologie, on travaille à la CNAM sur une expérimentation du repérage précoce de la BPCO. Et donc il y a trois territoires qui vont bénéficier de cette expérimentation, l'Artois, l'Essonne et la Gironde. Et en fait, il va être proposé aux médecins généralistes de participer à un web séminaire, c'est très à la mode, un web séminaire de sensibilisation à la BPCO. Et à la fin de ce séminaire, on vous demandera est-ce que vous êtes intéressé pour aller plus loin et avoir une formation présentielle à la spirométrie. Et donc, si vous dites oui, il y a des formations présentielles qui seront organisées dans chaque territoire avec un binôme médecin généraliste et pneumologue. Et à la fin, vous pourrez faire une commande d'un spiromètre gratuitement. Ce n'est pas fini, vous allez avoir votre spiromètre gratuitement, vous pouvez coter les actes de spirométrie, mais il y a aussi une assurance qualité ensuite, c'est-à-dire que les courbes seront envoyées, anonymisées à un correspondant pneumologue qui fera un retour sur la qualité de ce qui est fait. On sait que la qualité des courbes de bivolume, même faites par des pneumologues, ce n'est pas du 100%. Voilà. Et donc ça permet d'améliorer la qualité. Ça, on n'a pas inventé les choses, ça a été fait par les Espagnols qui ont bien montré que ce système permettait d'améliorer la qualité de la spirométrie. Donc c'est quelque chose qui va commencer en début d'année prochaine. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va fonctionner. C'est vraiment un élément qui va être déterminant. C'est de la recherche-action un peu, dans le sens où on peut être convaincu de l'intérêt d'aller repérer, mais on peut être aussi dubitatif par rapport aux multiples missions du médecin généraliste dans la démographie médicale d'aujourd'hui. Là, on est dans une table ronde sur la BPCO, on voit bien l'importance, et en invitant, merci madame pour votre témoignage, je crois que ça nous sensibilise énormément à recentrer notre pratique sur cette pathologie. Mais demain, quand on va retourner dans notre cabinet, malheureusement, on n'a pas que des patients BPCO, on a des patients multimorbides, complexes, et à gérer de multiples situations. Donc moi, je ne sais pas ce que ça va donner, cette campagne-là, en termes d'adhésion et surtout de continuité d'utilisation des spirométries. Parce qu'on sait bien qu'entre nous, certains sont achetés des appareils de spirométrie, on peut être sensibilisé, et derrière ça, on n'a plus le temps, la motivation peut-être aussi, de poursuivre à faire ces spirométries. Mais je trouve cette thématique intéressante parce que là, il n'y a plus la limite d'acheter l'appareil. Il y a dans le stand d'accueil des gens qui vendent des appareils de spirométrie. En aparté, tu m'as montré tout à l'heure qu'il y avait maintenant des petits spiromètres qui se mettaient sur le smartphone et qui coûtent 60 € et 70. Et tu me disais que la qualité était pertinente en termes de courbe de début-volume, donc qui est supérieure à ce que tu nous as montré dans le Pico 6 ou d'autres, parce que c'est vraiment faire une vraie spirométrie. Donc on n'a plus la barrière de l'achat de l'appareil et donc qualitative, dans la procédure, une fois qu'on aura accepté de suivre cette formation, comme on peut disposer, vous savez, d'un appareil à tension en allant sur le site Amélie, on peut commander notre appareil de tension de près d'automesure, vous pourrez demander à accéder à l'appareil de spirométrie, mais derrière ça, il y aura un cahier de charge de vérification à la fois de l'utilisation de l'appareil et à la fois de qualité de l'utilisation, parce que sinon, à terme, la Sécu pourrait nous demander de rendre l'appareil, parce que voilà, c'est à perte sinon. En tout cas, une évaluation médico-économique qui est prévue également associée à ça. Oui. À quoi ça sert ? Un dernier mot pour Dr Chaperon, Madame Boutrig. Non, pour finir sur ce sujet du repérage et de faire souffler les patients, je crois qu'il faut vraiment que ça se démocratise dans nos pratiques. Et un exemple qui était pris dans les formations que je trouvais très parlant, c'est un médecin généraliste qui constate un trouble du rythme, il va faire un ECG. Un médecin généraliste qui constate une difficulté respiratoire ou une obstruction un témoignage de difficulté de souffle, il faut qu'il aille mesurer le souffle, explorer le souffle. On n'est pas pneumologue, mais quand on fait le ECG, on n'est pas cardiologue non plus. Et je pense qu'il ne faut pas avoir plus de limites que ça et de freins que ça à démocratiser la spiro en soins primaires. J'en suis convaincu.
Oui, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un frein qui était la démographie multitâche, mais quand je vois le docteur Cité, il peut nous expliciter que dans le Val-de-Marne, il y a tout un essai, je crois en partenariat avec ton service, sur essayer de développer dans les maisons de santé pluridisciplinaires et universitaires, de mettre des formations à la spirométrie, de mettre à disposition un spiromètre. Et je pense en effet que dans ces nouvelles structures de soins où il y a un travail collaboratif avec différents intervenants, l'utilisation des outils pragmatiques, comme tu le dis tout à fait, on y avait le même débat il y a 25 ou 30 ans sur le CG, voilà, pourquoi pas démocratiser et utiliser ces outils. C'est un projet du département de médecine générale de Créteil, je ne vais pas en parler à ta place, Jacques, mais effectivement, c'est quelque chose qui va voir le jour dans cette nouvelle organisation des soins que constitue la mise en place des maisons de santé. Très bien. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, nous allons vous remercier pour votre participation, remercier la présidence.